Bienvenue à tous dans cet nouvel épisode de CMDI Live, la saison 5. Je suis avec deux nouveaux invités et je vais laisser le soin à ces personnes de se présenter. Alors, on commence par qui? Qui veut commencer à se présenter? J'y vais, hein. D'accord. Alors, moi, c'est Cécilia Linval. Je suis consultante en social media et coach. Je travaille actuellement pour le groupe Média Trace, où je chapeaute toutes les équipes social media en France et sur tout le continent africain. Et je fais ce métier depuis presque 10 ans maintenant. Super. Baya? Alors, moi, c'est Bayana de la Tunisie. Je suis consultante et formatrice en communication et en réseaux sociaux. J'ai commencé à travailler depuis maintenant 11 ans et demi et bientôt 12 ans. En Tunisie, ça a commencé en Tunisie, mais après, c'est dans plusieurs pays du monde, que ce soit dans le continent africain ou la région MENA. Je suis aussi la cofondatrice du Social Media Club Tunisie. Et voilà, on a vu plein de choses. Donc, déjà, nous allons parler de e-réputation. Et waouh, pendant ces 12 ans, je me rends compte qu'on a vu plein de choses passer. D'accord. Alors, justement, la thématique du jour, c'est l'e-reputation. Donc, Cécilia, comment est-ce que tu définis de façon simple ce mot, l'e-reputation? Alors, pour moi, c'est 3 mots: image de marque en ligne. Tout simplement, comment les gens vont percevoir sa marque en ligne sur les différents points de contact. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, un site internet et d'autres plateformes digitales. Très simple, efficace. D'accord. Bayana, est-ce que tu dirais que c'est la somme de l'image voulue et l'image subie sur le digital? Bon, déjà, je vais faire la paresseuse. Je vais retweeter Cécilia. Ouais. Et deux, oui, en fait, ça dépend de ce que nous, on veut projeter et ce que réellement, c'est ce qui est projeté. Donc, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux. Nous, on se projette d'être, par exemple, disons, on est un site à e-commerce, puisque là, pendant le confinement et avec cette crise du Covid-19, le e-commerce, il a explosé. Moi, donc, je suis une société de e-commerce. Je fais de la livraison et moi, je veux me présenter comme leader, une société impeccable qui a des prix imbattables et des conditions. Ça, c'est ce que je présente, disons, dans mon site, dans mes plateformes. Mais aussi, il y a de l'autre côté, quand on va sur mon page Facebook, dans des forums ou même dans des rubriques où les clients peuvent donner leur avis dans mon site, et je trouve des commentaires négatifs, genre la livraison n'est pas arrivée, le produit ne correspondait pas à l'annonce et tout. Donc, comme tu viens de dire chez Jou, c'est ce que moi, c'est la reality expectation versus reality. Donc, ces deux trucs, il faut que ce soit en parallèle. Normalement, ça soit pas plutôt en parallèle, que ça doit être l'expectation, ce qu'on attend, c'est la réalité vraiment. Il n'y a pas ce décalage et surtout, il n'y a pas ce choc qui va engendrer ou toucher à la e-réputation de la marque ou parfois même de la personne, des promesses qu'on donne et qu'on ne fait pas pour une ou plusieurs raisons. Ça marche. Alors, Cécilia, quand on arrive sur les réseaux sociaux, quelles sont les bases? On va dire deux, trois bases en fait qu'on doit mettre en place pour s'assurer d'avoir une bonne visibilité et une bonne image de ton expérience, de ce que tu as eu à pratiquer et à voir aussi autour de toi durant tes années d'expérience. Alors, je dirais qu'il y a 3 facteurs qui sont très importants dans le cadre de la mise en place des réseaux sociaux et veiller à ce que tout se passe bien, dans le mieux possible en tout cas. Donc, dans un premier temps, c'est déjà d'établir une stratégie qui est vraiment autour de comment répondre à un objectif à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur les réseaux sociaux pour y être, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et je pense que d'un point de vue d'un utilisateur, c'est très important de pouvoir identifier l'objectif de la marque qui est présente sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être la partie branding, qui pour moi est vraiment le moteur de l'image de marque qu'on va avoir en ligne, parce que c'est une image, donc c'est visuel, et d'avoir une image impactante, forte, originale. Donc, c'est vraiment des points qui vont nous permettre d'assurer la réputation de la marque en ligne. Et le troisième point qui est pour moi hyper important et qui est souvent négligé, c'est l'analyse. Donc, analyser les performances,
analyser, par exemple, suivre un hashtag pour savoir ce que les gens disent sur notre marque, utiliser des outils pour aider aussi l'analyse, parce que bon, c'est beaucoup de chiffres et c'est bien d'avoir des outils performants qui vont nous accompagner à mieux comprendre les coulisses des réseaux sociaux et aussi ne pas hésiter à engager avec sa communauté, par exemple via des sondages qualitatifs ou leur demander voilà, j'ai tel produit qui va sortir, qu'en pensez-vous? Regarder les commentaires, répondre aux gens et ça permet aussi de faire une veille sur ce qui se passe autour de, je sais pas, le périmètre de son entreprise et d'être pertinent et de savoir rebondir quand il y a des crises, même si c'est des crises qui ne nous impactent pas directement. Mais voilà, je pense que c'est ça les clés pour maîtriser son e-réputation sur les réseaux. D'accord. Alors, Bahia, j'ai discuté avec Karim, un autre cofondateur du Social Media Club tunisien, qui m'a dit qu'en Tunisie, il y a beaucoup d'influenceurs dans le make-up, dans la mode. Comment est-ce qu'on peut se servir des influenceurs pour bâtir une bonne e-réputation? Déjà, est-ce que cet influenceur, il correspond à notre image de marque ou non? Est-ce qu'il partage nos valeurs ou non? Disons, moi, je suis une marque éco-friendly qui fait pas de tests sur les animaux et tout. Et là, je vois un influenceur qui, tous les jours, il mange des burgers. Bon, il doit pas être 100% vegan, mais il y a un minimum qui porte de la fourrure, pas de la fausse fourrure, qui utilise un 4x4, voilà, c'est des petits détails. Et même cet influenceur, indépendamment de ce qu'il montre et dans son storytelling, qu'il montre les dessous, qu'il expose à ses communautés via ses stories ou même son feed, même les messages qu'il diffuse, est-ce que par exemple, il participe à des actions de nettoyage de plage? Est-ce que c'est vraiment une personne éco-friendly qui correspond à ce que ma marque vend ou non? Donc déjà, il y a parfois ce décalage entre la marque et l'influenceur. Quand on pense à l'influenceur, tiens, j'ai besoin d'influenceur. Il y a Shedjo qui a 100 000 followers, il fait du foot, il fait de la musique, il fait je sais pas quoi, on s'en fout, il a 100 000 followers. Aussi, il y a Cécilia, c'est bon, elle a posté 2-3 photos, elle a ramené 5 000 likes, et voilà. Mais après, donc, est-ce que ça correspond à notre marque, à nos valeurs, à tout notre univers? Tout à l'heure aussi, Cécilia a parlé du branding. Ça de un. Et de deux, concrètement, qu'est-ce qu'on va leur demander et c'est quoi nos attentes? Est-ce que c'est pour collecter les followers? Est-ce que c'est pour la visibilité? Est-ce que c'est pour vendre? Si c'est pour vendre, comment on va traquer ça? Tout à l'heure aussi, Cécilia a mis l'accent sur un truc très important que je remarque personnellement avec plusieurs clients ou même confrères, c'est qu'on zappe l'analyse des données, qu'on zappe l'évaluation en avance et on prend parfois des décisions pour une next step sans pour autant se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui a marché? On a beau à dire, ouais, c'est sympa, ça a marché. Mais pourquoi ça a marché? C'est par exemple le boom du e-commerce a explosé. C'est voilà, les gens, ils étaient confinés, ils étaient obligés. Après, si la vie revient à la normale et ils sont plus confinés, est-ce qu'on va maintenir ce rythme? C'est le nombre, c'est commandes ou pas? Il faut voir le côté. Pourquoi ça? Est-ce que c'est parfois ça explose et ça marche? C'est un pur hasard. C'est des circonstances, tout simplement. On a été un peu chanceux. Donc, il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et après, qu'est-ce qu'on demande vraiment à l'influenceur? Par exemple, si c'est pour vendre, on lui donne un code promo. Donc, c'est facile à traquer. Si on a 10 commandes qui sont passées avec le code promo CM d'Afrique, voilà, on sait que cet influenceur nous a ramené 10 ventes. Et tu peux calculer après même ton retour sur investissement. Tu lui as payé tant, il t'a donné tant. Aussi, même peut-être le petit détail aussi en Tunisie, mais je pense dans plusieurs pays, maintenant la relation influenceur-marque ou cette collaboration, le cadre légal, qu'est-ce que je te demande exactement? Je te demande 10 stories, je te demande un tag, je te demande que tu fasses, parce que parfois on banalise aussi les influenceurs. C'est clair on est en mode d'influenceur fatigue, on en a marre bonjour les amis, coucou, aujourd'hui je me suis réveillée comme ça, on en a marre et on essaie de caricaturiser un peu, mais ils ont un apport, ils sont importants. Il y en a des personnes qui sont très pro. C'est un influenceur en fait, c'est une boîte de prod, de com, il te fait le CM, il te fait du storytelling, il fait la photo, le montage, il fait aussi le copywriting. Donc qu'est-ce qu'on lui demande exactement? Donc bien sûr, allez, viens à notre boutique, balance une story, tu nous tags et hasta la vista. Ou bien sûr, il va faire tout un storytelling, genre comment il s'est retrouvé, par exemple, à la boutique de cette marque, comment il a été présenté à cette marque. Est-ce qu'il va faire comme en fait une vendeuse? Parce que tu vois, certains influenceurs,
qui te fait le pitch de la marque, genre ouais, les prix sont abordables, oui, c'est éco-friendly, oui, ils font de la RSE, etc., etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va lui demander avant de dire si ça a marché ou ça n'a pas marché. Donc pour résumer, le contrat et la relation influenceur-marque, cette collaboration. Définir le cadre exact de ce qu'on lui demande en termes de retour, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on va lui demander après, même pour notre reporting. Est-ce que c'est une simple capture d'écran de ses stories Instagram? Est-ce qu'on va lui demander une base de données? C'est quoi concrètement la collaboration? Et ça sera mieux pour les deux, je pense, parties prenantes, que ça soit écrit noir sur blanc et défini dès le début pour éviter aussi les mauvaises aventures pour les deux. Ça marche, ça marche. Ben, je crois qu'on a beaucoup appris avec les influenceurs. Donc, prochaine question, Cécilia. On remarque qu'il y a beaucoup de challenges sur les réseaux sociaux. On a eu le Mannequin Challenge, le Ice Bucket Challenge, le Vogue Challenge. Est-ce qu'une marque peut capitaliser sur un challenge pour redorer son image sur Internet? Oui, mais il faut savoir bien le faire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de challenges, et surtout avec la naissance des plateformes comme TikTok ou Thriller. Donc, c'est utilisé un peu par tout le monde. Pour moi, pour bien ficeler la stratégie d'un challenge, il faut vraiment déterminer les différents acteurs. Donc, je peux prendre l'exemple de nous chez Trace. On a mené 2 challenges qui ont plutôt bien fonctionné. Donc, le premier qui était le Juba Challenge l'année dernière pour donner de la force, entre guillemets, aux jeunes talents autour de la danse. Et là, cette année, dernièrement, on a lancé un challenge qui s'appelait le Africa Day Challenge. Donc, on a amené un peu le même concept de challenge de danse à un niveau panafricain. Et en amont, c'est vrai qu'on a vraiment dû travailler sur la mécanique du challenge parce qu'il ne suffit pas juste on poste une vidéo avec un hashtag, il y a toute une mécanique derrière. Il y a aussi des problématiques de droit d'auteur, droit d'usage des vidéos des personnes qui participent au challenge. Pour moi aussi, la clé d'un bon challenge, ça va être la dotation. Si on n'a pas une belle dotation, il n'y a pas forcément l'intérêt derrière de participer en masse au challenge. Bien paramétrer aussi le hashtag. Donc, je l'ai dit, le hashtag, c'est vraiment un moyen aussi de bien suivre les performances de son challenge, de pouvoir comptabiliser le nombre de personnes et aussi la mécanique de comment participer. Donc, nous, on a beaucoup hésité entre utiliser un logiciel pour récupérer les vidéos avec un hashtag, mais on pouvait aussi créer un site internet où on demandait aux gens de mettre en ligne leurs vidéos pour derrière aussi collecter de la data. Donc, il faut vraiment penser à tous ces paramètres et penser large aussi quand on veut faire un challenge. Et pour moi, je pense que les challenges maintenant, ils sont beaucoup autour de la musique. Donc, pourquoi pas se tourner vers des artistes, vers des labels de musique pour promouvoir son challenge. Même si on est une marque, je sais pas, de nourriture qui veut mettre en avant un produit, je pense qu'il faut vraiment essayer de penser global et rendre le challenge plus vivant, dynamique et se mettre aussi à la place de la personne qu'on cible qui a envie de participer au challenge. Voilà. Super. Alors, on va bientôt terminer notre épisode, mais j'ai encore une question pour Baya, peut-être même pour vous deux, en fait, ça dépendra de si quelqu'un a un élément dessus. J'aimerais bien poser la question de savoir si, dans une entreprise, il serait bien d'instaurer une charte d'usage des réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai eu un exemple avec une entreprise, en fait, quand j'étais encore au début sur Facebook, des personnes. Donc, il faut toujours cadrer le maximum. Ouais. C'est vrai que la modération est très, très importante quand on fait des challenges. Et c'est vrai que, tu l'as bien précisé, ça peut vite déraper. Donc, il faut vraiment être prêt et prévoir les messages, même les messages à transmettre en cas de dérapage. Comment est-ce qu'on rebondit, anticiper tous les coups.
Donc, Peut-être j'ajouterais, oui. chez Jou, j'ajouterais aussi un autre détail en parlant de challenge. Il y a aussi la tendance ces dernières années, c'est le newsjacking. Donc, il y a une actualité et hop, tout le monde plongeant. Il surfe soit, je dis plongeant parce que voilà, c'est un plongeant. Ouais. Soi-disant, on surfe sur l'actualité. On a eu une petite actualité en Tunisie ce week-end. Il y avait un petit incident. Après, c'est devenu plus presque un peu du cyberbullying par rapport à la dame. C'était une dame qui essayait de sauver son chat qui était coincé dans un arbre. Et Ouais. le pompier est venu. La dame a été interprétée qu'elle avait une drôle de voix. Je ne vais pas commenter là-dessus parce que personnellement, j'aime pas ma voix, donc ça va. Et en plus, elle avait un nom très funny un peu pour les chatons et comment on l'appelait. Donc, c'était parti dans tous les sens. Et limite, c'est devenu du cyberbullying. Et tu trouves les marques qui, voilà, utilisent le nom du chat ou les termes qu'a utilisé la dame pour, voilà, surfer sur l'actualité parce que tout le monde en parle. Il y en a même une marque qui a utilisé l'audio de la dame pour promouvoir des produits de livraison de nourriture pour animal. Et là, voilà, c'est un plongeon. Peut-être je vais schématiser et même caractériser le newsjacking. Bah, il y a une actualité, on va surfer dessus. Bah, quand on surfe, bah, soit on surfe smoothly et voilà, on est sur la vague et top là et on est des célébrités, on a garantie de la notoriété, on est intelligent, on est créatif, on est réactif surtout, ou tout simplement, bah, tu peux surfer, tu te retrouves avec un requin la bouche bien ouverte et voilà, et ça se retourne contre vous alors que vous, à la base, vous étiez à l'abri de la crise, mais voilà, vous avez causé votre propre crise parce que vous vouliez surfer sur cette actualité, c'était un plongeon, c'était pas bien mesuré. Il y a plusieurs trucs à mesurer, des petits détails, des petites conditions, des blagues, les blagues entre potes, parfois c'est pas compris, c'est mal interprété entre marques. On revient toujours à la valeur, au contexte, à plusieurs facteurs. Donc maintenant, on a tendance à se précipiter. Ah oui, il y a une actualité, même tirée par les cheveux. Allez, on sort. C'est du newsjacking. Ah, c'est cool. D'accord. Bon, on va terminer l'épisode, mais avec une dernière question. Moi, j'ai eu une histoire il y a quelques années, quand on commençait avec Facebook. J'avais une amie sur Facebook qui travaille dans une entreprise agroalimentaire et elle aimait bien se prendre en photo. Du coup, quand elle prenait les photos, elle mettait sur Facebook et puis un jour, elle a fait un statut pour dire que ah, je viens de voir une souris passer. Et les gens commençaient à rire en commentaire pour lui dire oui, mais tu as perdu une souris, tu peux la tuer. Mais moi, comme je disais, elle travaille dans une entreprise agroalimentaire. Donc, du coup, moi, je me suis dit, mais j'ai peur parce que si dans ton bureau, il y a une souris, qu'est-ce qu'il peut avoir à l'usine? Donc, du coup, ma question, en fait, c'est est-ce qu'on doit mettre dans une entreprise, est-ce qu'on doit établir une charte d'utilisation quand on est au bureau sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que c'est utile pour une entreprise d'établir justement cette charte et la soumettre à chacun de ses employés? En fait, en entreprise, tu as posé la question chez Joe si on doit avoir une charte ou non, si on doit définir des cadres d'usage des réseaux sociaux pour l'entreprise. Bah, ma réponse est absolument oui, parce que nos employés peuvent être nos meilleurs ambassadeurs, comme ça peut être la cause de nos problèmes et de notre crise. Un simple exemple que je donne, une société tunisienne étatique déjà qui a une réputation pas très très jolie, a fait appel à mes services pour voir leur réputation, pour voir leur stratégie digitale et tout. Et quand j'ai fait mes recherches, ils n'ont pas de présence officielle sur Instagram, mais quand j'ai fait la géolocalisation, chercher la géolocalisation de l'entreprise pour le siège, bah, j'ai trouvé un employé pris en photo, les pieds sur le bureau et avec une pile de factures juste sous le coude, alors que cette société a la réputation que voilà, ils livrent tard les factures et après ils coupent leur service aux personnes. Et ben voilà, j'imagine si cette photo est tombée et les gens ils ont fait attention à cette photo, la personne, je pense que c'était juste, il voulait frimer, il voulait s'amuser, il voulait montrer à ses potes que voilà, on s'amuse, mon job n'est pas si boring que ça puisque c'est une société peut-être étatique. Et malheureusement, ça peut se retrouver voilà, ça part dans tous les sens et on se retrouve dans une crise que nous avons causée. Donc, il faut vraiment faire une charte et responsabiliser surtout ses employés, bah, parce que quand vous mettez travail chez X, c'est une responsabilité. Même si vous faites des propos islamophobes liés à la religion ou les religions ou la race ou autre, bah, ça peut se retourner contre vous et contre la société. Et parfois, on zappe la personne. On va dire un employé de la société X a balancé et tout. On zappe même le nom de la personne. Ça marche. Cécilia? Oui, bah, moi je suis tout à fait d'accord avec Baya. Je pense que ça doit être même dans les contrats de travail. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en dehors des réseaux sociaux, les salariés d'une entreprise continuent à représenter l'entreprise
dans la vie de tous les jours, hein. Je peux donner l'exemple de John Galliano, ancien designer qui avait eu des propos antisémites lors d'un dîner qui a été filmé jusqu'au par quelqu'un et qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Même là, dernièrement, un journaliste du Figaro qui a eu des propos racistes alors qu'on est en pleine polémique autour du mouvement Black Lives Matter. Donc, clairement, il faut prendre ces mesures-là. Et je pense qu'aussi, un conseil pour les entreprises, c'est, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, toujours monitorer, avoir des outils de veille et faire un peu le tour des réseaux sociaux des employés qui ont un profil public, hein, bien évidemment, on ne va pas aller chercher à s'introduire dans les profils privés des collaborateurs, mais vraiment d'avoir des outils qui permettent de continuer la veille et de surveiller aussi ce qui se dit de la part des salariés, quoi. Ça marche. Bah, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Vous pouvez également suivre nos invités, Bayanar et Cécilia, sur LinkedIn pour en apprendre davantage sur les reputations et poser leurs questions. Donc, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de votre série CMDA Live. Au revoir. Au revoir. Au revoir.